Merci, merci infiniment de votre présence ce soir. C'est pour moi un honneur d'être ici parmi vous pour vous parler du travail que nous réalisons dans notre atelier, mais je pensais que c'était beaucoup plus important de vous parler de ce qui est à l'origine du travail que nous faisons et qui nous inspire. Il y a quelques années, Patrick Killian m'a appelé, c'est un moine cistérien de l'abbaye Heiligenkreuz en Autriche, et il m'a demandé de l'aider pour construire un nouveau monastère cistérien à l'est de l'Allemagne. C'est un projet de toute une vie. C'est l'espace domestique suprême, mais ce n'est pas que ça. C'est la seule typologie que j'ai rencontrée qui est véritablement conçue pour permettre à un corps d'exister. Ce bâtiment permet non seulement au corps physique d'exister, mais permet également d'accomplir les rituels qui sont nécessaires. Nous avons tiré 2 enseignements très importants. Je ne suis pas là pour vous dire que nous devons tous devenir des moines ou bien qu'il faut revivre dans des monastères, que ce serait une bonne idée. Mais il me semble qu'il y a 2 enseignements que je souhaiterais vous transmettre qui sont à l'origine de bon nombre de mes projets. Au demeurant, je pense que c'était réellement un moment où nous avons déjà commencé à se livrer à cette réflexion, et comprendre cette typologie nous a permis de comprendre cela. Et
de formuler la critique qui s'imposait en ce qui concerne la sphère domestique. Donc ces moines appartiennent à l'ordre cistercien, se trouvent dans ce monastère en Autriche et ils veulent ouvrir une autre maison sœur en Autriche. Et nous avons commencé à réfléchir à la façon d'intervenir dans ce monastère qui avait été bâti il y avait plus de 2 siècles, mais cela n'a pas fonctionné pour des raisons que je ne vais pas vous expliquer ici. Mais ensuite, la proposition consistait à trouver un nouveau monastère et, le cas échéant, de construire un nouvel édifice, ce qui nous a amené à réfléchir, à penser non seulement à l'architecture cistercienne, mais de comprendre leurs principes pour construire pour eux. Évidemment, le défi était énorme parce que les typologies sont intimement liées à des rituels, c'est ce que c'est, et il n'y a rien d'autre à faire, on pourrait dire. Mais comprendre qu'il existe un édifice dont les principes ont été inventés il y a plus de 1000 ans, lorsque l'ordre cistercien avait conçu cet édifice pour cet ordre, eh bien, il est très difficile d'imaginer que cela représente l'espace domestique suprême, et cela est riche d'enseignements. Et c'est la raison pour laquelle cela n'a jamais changé. Cela a été copié partout et n'a jamais changé depuis 1000 ans. En effet, c'est la seule typologie que j'ai trouvée qui, en fait, permet à un corps d'exister et de vivre la vie spirituelle qui est recherchée. Donc, cet édifice est conçu pour répondre aux nécessités du corps tout au long de la journée, au fil des mois, au fil des ans, et ce, dans le même espace, dans la même enceinte. Et cela est également conçu pour permettre d'accomplir des rituels, qui permet également à ce rythme de rituel de supporter le corps en termes physiques, de permettre à ce corps de respecter ses besoins et de permettre à ce rituel de l'emporter. Et cela permet au corps de créer cette plateforme pour entretenir cette vie spirituelle. Et ce qui est très intéressant, c'est non seulement la composition de ce rythme qui progresse dans cet espace, mais en termes de temps tout au long d'une vie. Donc, je répète, nous n'allons rien inventer, nous allons simplement suivre les règles pour créer un monastère cistercien typique. Vous expliquer ce que nous faisons dans le cadre de ce projet peut-être moins intéressant. De toute façon, vous pourrez le voir très prochainement, je l'espère. Mais je répète les principaux enseignements que nous avons tirés de cette expérience. D'abord, cela concerne la notion qui consiste non seulement à permettre au corps de mener les activités dont le corps a besoin en termes physiques, mais d'étendre ses possibilités pour permettre une meilleure compréhension de ce dont on a besoin pour entretenir un corps. Nous sommes des organismes vivants qui ont besoin de 2 choses fondamentales. D'une part, un abri susceptible de protéger notre corps, qui ne peut être exposé aux intempéries, mais également la possibilité d'avoir une interaction avec autrui, ce qui nous permet d'exister. Nous ne pouvons pas exister sans l'autre. Et à cette fin, nous avons également besoin d'avoir notre propre intégrité. Le monastère a compris la nécessité de jouir d'un espace intime pour nos propres corps, de protéger le corps, mais également de répandre ce réseau, de permettre également à d'autres d'exister. Et donc, l'échelle du monastère permet non seulement de supporter le corps, mais de permettre à ce corps de passer à ce moment intime, de s'entretenir, de s'occuper de soi-même pour ensuite passer à l'espace commun qui est également nécessaire pour cela.
Et pour les moines, la première couche de protection pour le corps physique, c'est l'habit qui représente un aspect très important de leur journée, qui sert non seulement à protéger le corps, c'est la première couche, mais sert également à identifier le moine, de le distinguer par rapport à d'autres et de l'identifier avec son mode de vie. Deuxième couche, à savoir la cellule, est également un aspect fondamental du monastère. Cela permet en effet aux moines de se nourrir, de nourrir son âme, sa vie, afin d'exister sur cette planète, mais également de mener une vie spirituelle. Ensuite, la cellule est liée au cloître, et le cloître, c'est le moment où on a la première rencontre sociale de la journée et la dernière rencontre le soir, mais la première rencontre sociale de ce corps individuel avec un autre, avec le cercle le plus intime, les autres frères. Et ensuite, le cloître les amène aux autres espaces du monastère où ils rencontrent d'autres personnes, d'autres moines, d'autres personnes qui travaillent au sein de cette communauté, dans les bibliothèques, les lieux de réflexion, etc. Et ces lieux sont également liés à l'Église, l'espace où la communauté peut entrer et qui permet également un lien avec l'ensemble de la collectivité. Ainsi, on passe du corps tout nu, habillé, la cellule, le cloître, le monastère, l'église, et puis on emprunte le même chemin par étapes. L'autre enseignement important est que, en fait, leur vie entière tourne autour de l'aspect de rituel qui les permet d'exister. Ils ne comprennent pas la notion des habitudes, les habitudes que nous utilisons, nous suivons pour créer des édifices dans notre environnement bâti. Ils ne comprennent pas cela. Ils comprennent que chaque corps doit accomplir des rituels, chaque corps ayant un rituel entièrement distinct, ce qui lui permet de progresser et de se créer dans une sphère différente. Et je vais vous expliquer ces deux notions en plus de profondeur dans quelques instants, mais je vous ai expliqué que j'ai commencé à travailler en tant qu'architecte. Peut-être que je ne l'ai pas dit cette fois-ci, mais je le rappelle. Donc, j'ai commencé à travailler comme architecte en ayant une idée en tête. C'est pourquoi, au début, je me disais que je ne comprenais rien, parce que je voyais toujours l'architecture comme une première étape de soins. Cela nous offre l'abri pour notre corps. Et je me situe toujours à ce niveau. Et ensuite, cela m'a permis de comprendre que je devais prendre conscience du sens de cela et ce que cela signifie. J'ai commencé à travailler pour avancer des idées, des propositions, même des projets de loi pour faire avancer le logement au Mexique. Le droit au logement est un droit constitutionnel et chaque gouvernement a le mandat de fournir un logement à chaque citoyen dans le pays. Donc, c'est un enjeu considérable. Cela peut paraître magnifique, mais en réalité, c'est très difficile et problématique. Évidemment, je ne dis pas que ce droit doit disparaître, doit être annulé, mais il faut réfléchir à ce que cela signifie. Que signifie cela de jouir de ce droit? Donc, j'ai commencé à travailler sur les logements sociaux dans ce même système et j'ai commencé à m'interroger et me demander quelle est cette notion de la production d'un espace pour vivre, souvent compris comme une boîte qui protège le corps et littéralement construit en tant que tel. Et je me suis interrogée, je me suis demandé si nous ne pouvions pas quand même construire mieux que des boîtes à chaussures pour loger des gens. Peut-on concevoir des stratégies permettant à loger des individus selon leurs goûts, leurs possibilités? Donc, nous avons conçu des stratégies conceptuelles qui proposaient une possibilité qui permettait à toute personne de choisir ces espaces. Par ailleurs,
Au Mexique, il existe un code très strict qui ne permet pas cela, mais nous voulions combler les lacunes pour prévoir cette possibilité de jouir d'un espace qui, certes, respecte les règles, où on a 2 pièces, par exemple un grand salon, une cuisine, une salle de bain, mais qui pourrait être utilisée différemment. Donc la cuisine pourrait se trouver à l'extérieur. D'ailleurs, dans la majorité des communautés au Mexique, les cuisines ne sont pas individuelles. Et les salles de bain pourraient être utilisées autrement. Les salles de bain ne sont pas toujours logiques dans notre contexte, car il y a de nombreuses zones rurales où nous n'avons pas d'accès à l'eau potable, l'eau courante. Donc il y avait un grand nombre de problèmes qui n'ont pas été pris en considération dans les règles et les codes mexicains et qui ne sont pas pris en compte. C'est pourquoi nous nous sommes efforcés d'avoir une autre stratégie susceptible de faire face à ces problèmes. Et nous avons prouvé que la stratégie dans un complexe de logement dans le nord du pays, à proximité des États-Unis, où une tornade a détruit certaines maisons, on nous a invités à intervenir et avec notre modèle, nous avons pu déterminer que ce modèle offrait davantage de souplesse aux personnes, leur permettant de choisir comment utiliser, habiter ces volumes sur site, comment les développer, les élargir, interpréter les espaces à leur guise. Évidemment, quand j'ai commencé à travailler davantage, nous avons en fait eu un tremblement de terre en 2018, c'était une urgence. Nombre d'architectes cherchaient à voir comment réagir, où il y avait 500 000 logements dévastés, détruits à cause du tremblement de terre. Et les choses ont changé pour moi et j'ai compris que c'était urgent de penser la construction des espaces publics. Or, nous avons commencé à travailler dans une petite ville qui s'appelle San Simón el Alto. 1000 logements avaient été détruits et nous avons décidé de nous rendre sur place. Nous ne connaissions pas la communauté, nous ne connaissions pas leur histoire. En fait, nous n'avions pas de droit de venir sur place pour leur dicter comment reconstruire leur maison, mais avec les outils dont nous disposions, nous nous sommes dit que nous pourrions leur prodiguer des conseils techniques et leur offrir la possibilité de développer leur compréhension des structures, des matériaux, des coûts, pour leur permettre de reconstruire leur foyer à leur guise. Nous avons permis à ces personnes de concevoir leur propre logement. Nous étions à leur disposition pour leur offrir des conseils techniques, pour travailler ensemble, pour qu'ils puissent bâtir des maisons sécurisées, mais selon leur goût. Nous avons aidé une 50aine de familles et nous avons compris que chaque famille avait une façon différente d'habiter leur espace, quand bien même ils partagent la même culture, communauté, région, climat. Aucune de ces familles, pour autant, ne voulait vivre exactement de la même manière. Et pourtant, nous avons réussi à développer cette notion qui consiste à normaliser notre mode de vie, où on divise la vie en habitudes et qui empêche la majorité de s'adapter. Nous avons ensuite réfléchi à une éventuelle stratégie de conception qui permettrait à une communauté non seulement de concevoir ou d'imaginer comment utiliser l'espace, mais de permettre à cette communauté de se rassembler autour de cet espace, de se constituer autour de cet espace. Et dans un laboratoire de logement, 32 architectes, on nous a demandé de formuler une proposition, pas pour une maison unique, mais une maison qui pourrait être intégrée dans un contexte plus grand, dans un espace commun.
Nous avons imaginé d'avoir recours à des modules, mais cette fois-ci, ils pourraient être adaptés au choix des personnes concernées en constituant un seul volume, mais tout en étant séparés. Et les espaces communs pourraient être développés, car le climat le permet au Mexique. Et c'était très important pour nous de comprendre que nous pouvions refaire ces modèles, quelles que soient les considérations en matière d'efficacité, mais au contraire de voir comment les gens pourraient se rassembler, se retrouver, jouir d'espaces ou de plateformes permettant à la communauté d'exister véritablement pour améliorer leur vie et pour rendre tout cela possible. Et nous avions cette idée collective du vivre ensemble. Et nous avons essayé de voir comment nous pouvions réfléchir à d'autres méthodes pour produire cela. Et en l'occurrence, on nous a demandé d'imaginer un schéma directeur, un plan directeur pour une région où il y avait en fait des lignes électriques, et en déplaçant cette ligne électrique, en la plaçant sous terrain, en fait, il y aurait donc un site très important qui serait susceptible de reconfigurer, reconcevoir la ville. Donc, nous avons préparé ce plan directeur et en même temps, on nous a demandé de concevoir le premier bloc. Et nous avons répondu, nous n'allons pas préparer ce plan directeur. Nous allons commencer par une première enceinte pour vous proposer une solution qui serait mise à l'épreuve. Ensuite, nous avons invité 5 autres architectes et nous avons décidé de partager notre réflexion. Nombre de ces architectes avaient travaillé sur des projets de logements sociaux chez eux. Ils avaient aménagé les espaces de façon diverse et nous avons ensuite décidé de préparer un plan directeur classique et ensuite permettre à chaque architecte de faire preuve d'imagination, utiliser cela pour les espaces publics. Nous avions les bureaux suivants. HHF. Ici, vous voyez donc l'édifice préparé par un autre atelier d'architectes. Ici, c'est Dogma. Ce sont des architectes italiens qui se situés à Bruxelles. Ici, ce sont des architectes suisses basés à Bâle, Mayo. Ce sont des architectes basés à Barcelone. Encore un autre atelier d'architectes basé à New York. Et nous sommes inspirés de toutes ces idées, de tous ces architectes qui remettaient en question des notions architecturales. Et cela nous a permis de voir si cela pourrait servir de base pour un projet plus diversifié et adapter une population plus diversifiée. Pour l'instant, le projet n'a pas encore été construit. Nous ne savons pas si cette expérience fonctionne, mais l'idée était d'utiliser ou de transformer cette production industrielle de logements, mais en permettant davantage de diversité. Et nous nous sommes également efforcés de traduire ces notions qui consistait à créer des espaces d'interaction, passant des espaces les plus intimes à des espaces plus publics par phase. Nous avons lancé ce projet avant même d'examiner la notion tirée du monastère. Nous nous sommes interrogés pour voir comment créer des espaces permettant des rencontres qui étaient ni privées ni publiques, mais chercher à créer des espaces pour une interaction commune et de créer des plateformes pour de telles interactions. Comme je l'ai dit, c'est un projet sur lequel nous travaillons à Saint-Louis, dans le Missouri, aux États-Unis. Saint-Louis du Missouri est une de ces villes typiques
très divisé sur le plan de l'urbanisme. Donc vous avez le quartier financier, le quartier industriel, le quartier commercial, le quartier des institutions, le quartier des hôpitaux et puis le quartier des maisons répétitives. Et cette ville comptait un très grand nombre de pâtés de maisons dans des rangées. Toutes ces maisons étaient disposées exactement de la même manière dans les rues et nous avons réussi à casser ce modèle, à concevoir tout un pâté de maisons et nous nous sommes demandé comment nous pouvions concevoir des maisons individuelles qui n'avaient pas d'ouverture directe sur la rue mais qui étaient en quelque sorte en contact les unes avec les autres. Donc ces maisons sont disposées de différentes manières sur le site. Donc on ne passe pas directement de l'espace intime à la rue. Vous avez différents types d'espaces qui sont partagés avec d'autres maisons. Donc finalement, les prémices du projet, ça consistait à créer un espace intime, privé, ensuite un espace semi-privé qui fait partie de la maison mais qui partage aussi un peu quelque chose avec la communauté, puis un espace commun qui n'est pas dans la maison et qu'on partage vraiment avec la communauté, donc avec les voisins d'à côté, mais peut-être aussi avec l'ensemble du pâté de maison, l'ensemble du quartier, et puis des espaces qui sont entièrement publics. Voilà, donc nous avons aussi un espace avec une piscine partagée, commune, et un parc qui est partagé aussi avec la communauté voisine, et puis des espaces plus petits qui sont partagés entre voisins. Et nous avons également invité différents architectes à concevoir chacune des maisons. Nous avons aussi voulu créer une plateforme pour permettre différents modes de pensée sur cette notion d'habitat. Donc nous avons voulu 3 modèles de maisons différents. Notre modèle à nous est une structure très simple avec l'espace privé en haut et puis l'espace plus public vers le bas où on peut partager la terrasse et puis les espaces extérieurs avec la communauté extérieure. Voilà, ce n'est pas beaucoup plus compliqué que cela, mais ici, on casse un peu la notion d'habitat rapproché dans un espace urbain. Nous avons, en tant qu'architectes, vraiment réfléchi, et c'est devenu d'ailleurs une conversation qu'on a souvent. Aujourd'hui, plus de la moitié de la population du monde vit dans des villes. Mais cette réflexion n'a pas vraiment suffi encore pour imaginer de vrais grands projets pour les villes. Et je crois que cette discussion que nous avons entre nous, architectes, ne doit pas forcément nous décourager. Or, on peut facilement se sentir un petit peu découragé en se disant que la ville est façonnée par des forces extérieures qui poussent et qui tirent dans des directions différentes. Mais ces forces, qu'on qualifie même parfois d'organiques, n'ont rien d'abstrait en réalité, ni rien d'organique. Ce sont les forces du marché qui déterminent qui peut habiter sur le territoire et comment. Des forces qui, tous les jours, expulsent de plus en plus de personnes pour perpétuer le capital et la production. Alors, il y a un ouvrage, The City as a Project, la ville comme projet. Il faut quand même comprendre que, oui, il est impossible d'imaginer un projet pour l'ensemble d'une ville, mais chaque morceau d'architecture,
chaque trottoir, chaque banc, chaque unité forme la ville, constitue la ville. Tout ce que nous faisons en tant qu'architectes et tout ce que nous faisons aussi en tant que citoyens complète ce qu'est la ville. Et si on voit les choses de cette façon, on a aussi beaucoup de pouvoir pour dire ce qu'est une ville et pour le déterminer. Et il faut se dire que on ne peut pas envisager le tout, mais les villes sont formées de tous ces petits éléments qui la composent. La ville est le résultat de la nécessité et du désir. Les villes existent parce que nous avons besoin les uns des autres pour exister. Nous ne pouvons pas vivre sans l'autre. Nous avons besoin de ces espaces collectifs, donc, pour exister. La ville dans laquelle nous habitons aujourd'hui, malheureusement, la ville qui a émergé de l'ère industrielle et qui n'a pas changé en réalité. Elle a peut-être changé sur le plan esthétique, mais finalement, elle repose sur une seule forme, la forme du carbone. Donc c'est la ville forme carbone. Et effectivement, l'énergie que nous y utilisons est aussi liée au combustible fossile, carbone donc. Et la ville est surtout conçue pour l'efficacité. Faire en sorte que vous soyez le plus efficace possible dans votre travail, mais aussi dans votre façon de consommer. La pandémie n'a pas créé les problèmes que les villes connaissent aujourd'hui. Ça, c'est un mythe. La pandémie a permis d'exposer les problèmes, d'en prendre vraiment conscience. On m'a souvent interrogé sur la ville que nous allons bientôt connaître, la ville post-Covid. Je crois que pour moi, il est urgent, il est impératif de comprendre ce que c'est que la ville post-carbone. Pour moi, il faudrait l'appeler la cité du care, la cité du soin, du prendre soin. Il faut que nous arrivions, et la première chose à faire, c'est éliminer l'utilisation des énergies à base de carbone, mais ça ne sera pas suffisant. Pour une transformation profonde, il faut aussi trouver de nouvelles manières de vivre, des nouvelles manières de créer du lien social, des formes post-capitalistes. Et pour cela, il faut une révolution 0.0, comme disait Silvia Federici. Il faut comprendre quelle est la ville qui permettra à nos corps d'exister, c'est-à-dire une ville qui est prévue pour les travaux ménagers, la reproduction, mais aussi le corps féministe. Et ça, pour moi, c'est vraiment le point de départ de la nouvelle ville, la ville du care, la ville du soin et du prendre soin. Alors, comment est-ce que nous avons fait avancer cette réflexion? Comment est-ce que nous l'avons mise en œuvre dans le cadre d'une expérimentation? Eh bien, je crois que d'abord, il faut commencer par critiquer la façon dont nous habitons la planète. Comment nous avons créé ce modèle de vie de la maison que nous sommes censés habiter. La maison est très discriminante vis-à-vis des corps féminins. Je ne rentrerai pas dans les détails, ça supposerait une conférence de 3 heures à elle seule. Mais la maison opère des discriminations aussi entre nous, en nous empêchant d'exprimer notre propre mode de vie. Donc je crois qu'il faut vraiment changer de perspective complètement vis-à-vis de la maison. Bien sûr, nous avons tous besoin de dormir, certainement. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut standardiser la manière dont nous dormons. Pour vous, ça peut sembler évident que la manière normale de dormir, c'est dans un meuble qu'on appelle un lit.
Mais tout le monde n'utilise pas un lit de la même manière. Tout le monde ne dort pas de la même manière. Et surtout, nous ne devrions pas penser que tout le monde devrait dormir comme nous. Pour moi, il y a un exemple évident. Au Mexique, il y a 67 communautés différentes qui constituent notre pays, qui sont censées être reconnues, mais elles ne le sont pas. Et puis, au Mexique, nous avons le droit constitutionnel de disposer d'une maison. D'ailleurs, il y a eu un changement constitutionnel très, très récent, il y a une semaine. La Constitution, désormais, dit que la famille a le droit de disposer d'une maison. Enfin, c'était la famille. Maintenant, c'est le citoyen. Évidemment, tout le monde n'est pas forcément membre d'une famille. Ce serait déjà une discrimination en soi. Et ensuite, il y a un deuxième niveau. Ce droit constitutionnel suppose que les gouvernements aient un mandat en la matière. Et puis, vous avez une loi sur le logement qui décrit ce que doit être une maison au minimum. C'est-à-dire, elle doit disposer d'une cuisine, d'une pièce de vie, d'une salle de bain et de 2 chambres. C'est l'espace minimum. Bon, ça veut dire que vous avez une famille où vous avez 2 enfants. Espérons qu'ils soient du même sexe parce qu'il n'y a que 2 chambres, une pour les parents et une pour les enfants. Et puis, en réalité, c'est très peu adapté. Vous avez, comme je l'ai dit, 67 communautés au Mexique. Vous avez les Mayas, par exemple. C'est un exemple simple. Ils ne dorment pas dans des lits, ils dorment dans des hamacs. Or, la loi et la Constitution sont telles que les maisons au Mexique ne permettent pas d'installer des hamacs. Bon, il fait très chaud au Mexique. Dans beaucoup de régions, il fait chaud et humide toute l'année, 35 degrés. Vous avez aussi beaucoup de bestioles, beaucoup d'insectes nuisibles qui vont escalader les meubles. Donc les hamacs sont évidemment une réponse très intéressante et très agréable parce qu'ils permettent à quelqu'un de dormir dans une température plus agréable sans être piqué par les insectes. Mais bon, les maisons, elles sont fournies par le gouvernement, elles sont subventionnées et elles ne sont pas adaptées à l'installation de hamacs. Et si votre maison ne correspond pas à toutes les règles, vous ne pouvez pas en être propriétaire. Et donc, dans ce type de maison, il n'est pas possible d'installer des hamacs. Et nous sommes aussi en partie coupables puisque nous avons eu tendance à répéter ce modèle qui ne permet pas à la majorité de la population d'exister. Comme je l'ai dit, pour vous, c'est certainement normal de dormir dans un lit. Mais en réalité, il y a énormément de différences partout dans le monde. Ça n'est pas partout pareil. Et pourtant, on essaye quand même de perpétuer ce modèle qui n'est pas du tout adapté. De même pour la salle de bain. Qui n'aime pas cette idée d'avoir la technologie qui leur permet d'ouvrir un robinet pour avoir de l'eau? Très bien. Mais qui a dit que ce rituel important pour notre corps, les soins du corps, la toilette, devrait se faire dans une boîte où vous n'avez pas de ventilation ou de lumière naturelle? Qui a dit qu'il fallait faire les choses d'une seule manière? Est-ce que la salle de bain ne peut pas aussi être un lieu d'interaction sociale, comme elle l'a été pendant des siècles? Je ne dis pas qu'il faille revenir en arrière, mais pourquoi est-ce que nous n'avons jamais remis en question la manière dont nous l'avons? Pourquoi est-ce que nous avons répété les choses de façon si mécanique? Et puis, si l'on parle de la cuisine, c'est encore plus difficile. La mécanisation de la manière dont nous alimentons, bien sûr, permet de nous nourrir de manière tout à fait saine, avec des vitamines et des protéines.
Mais est-ce que les vitamines et les protéines sont les seules choses qui nous nourrissent? On est aussi nourri par l'histoire, par la culture, qui s'accompagne de saveurs et qu'on ne peut pas forcément reproduire dans les cuisines que nous avons aujourd'hui. En plus, évidemment, il y a beaucoup de discrimination qui s'exerce dans la cuisine. C'est un lieu de discrimination très souvent. C'est un endroit très peu socialisant. Nous avons répété ce modèle, nous sommes donc coupables de l'avoir fait dans cette cuisine qui est censée montrer le travail domestique à toute la famille, qui est censée être plus collaboratif. Eh bien, en réalité, cette cuisine nous empêche aussi de perpétuer notre culture. Dans cette cuisine, vous ne pouvez pas, par exemple, cuisiner un mole. Un mole, c'est un plat traditionnel dans certaines régions du Mexique. Mais vous ne pouvez pas préparer un mole dans cette cuisine. D'abord, ça va sentir très fort pendant un mois. Deuxièmement, vous n'avez pas assez d'espace pour faire un mole. Et puis, ça n'est pas vraiment adapté. En fait, vous avez éliminé tout ce qui enrichit cette nourriture, qui permet sa préparation. Ça, nous l'avons appris après la reconstruction, après le séisme. Dans beaucoup de communautés, les gens n'imaginent pas une cuisine à l'intérieur de leur maison. Les maisons sont collectives, elles sont pour tout le monde. Et on n'emploie pas forcément des fourneaux, mais toutes sortes d'outils différents pour la cuisson. Et puis, dans beaucoup de communautés, on n'imagine absolument pas le fait de manger seul. Dans ces communautés-là, c'est totalement inimaginable. Et si nous disons qu'une maison n'est pas une maison si elle n'a pas un salon, parce que c'est ce que dit encore une fois le Code du logement au Mexique, il faut un salon. Et c'est quelque chose que nous connaissons. Et pendant la pandémie, nous avons souvent transformé ce salon pour en faire beaucoup d'autres usages. Mais pourquoi est-ce que nous répétons toujours le même usage malgré tout cela? Et puis, je ne parle même pas du fait que la maison n'est pas complète si elle n'a pas de jardin. Encore mieux si elle a aussi une piscine. Mais enfin, nous ne pouvons pas tous, autant que nous sommes dans le monde, avoir des maisons avec des jardins et des piscines. Surtout si c'est pour notre usage individuel. Cette idée, cette façon de vivre a créé des modèles qui sont répétés, évidemment dans les parties les plus riches de la population, mais pas uniquement. Et tout cela empêche ces populations de vivre de manière plus durable, pas seulement sur le plan environnemental, mais sur le plan social. Nous répétons toujours ce modèle que tout le monde reconnaît aujourd'hui comme étant la manière dont nous devrions vivre, la façon idéale de vivre. Partout dans le monde, vous pouvez demander à n'importe qui, un enfant ou un adulte, quel que soit son âge, partout dans le monde, à quoi ressemble une maison. Et ils vont probablement vous dessiner à peu près la même chose. Et pourtant, comme je l'ai dit, il faut repenser la façon de créer des espaces qui permettent vraiment à chacun d'entre nous de créer notre propre existence dans ce lieu. De quoi s'agit-il donc? Qu'est-ce qui peut permettre à notre propre existence de prévaloir et de s'épanouir? Qu'est-ce que c'est que cette architecture-là? Nous y avons réfléchi aussi. On nous a demandé de réaliser ce projet pour quelqu'un qui avait acheté un terrain dans le nord de la Catalogne, à la frontière avec l'Aragon, en Espagne. Il a fait appel à différents architectes pour concevoir une maison. Donc une maison qui serait une sorte de retraite. Il y avait déjà 2 maisons qui avaient été construites par un bureau belge et un autre cabinet au Chili. Et on nous a aussi sollicité pour construire une maison. La nôtre n'a pas été construite. Mais nous avons décidé de réfléchir. Comment est-ce qu'on peut faire une plateforme qui permettrait aux futurs habitants d'imaginer leur propre espace? Et ça n'a été pas facile de réfléchir de cette façon-là au début.
Moi, je me suis dit au début, il faut que je devienne l'autre, il faut que je devienne le futur occupant pour pouvoir concevoir sa maison. Et puis, bon, j'ai fini par comprendre évidemment que ça n'était pas possible. Ce projet nous a vraiment permis de questionner cette notion en nous disant, nous ne savons pas qui seront les futurs occupants. Donc, comment est-ce qu'on peut concevoir une architecture qui permettrait à tout le monde, à n'importe qui, de venir ici, que ce soit une famille ou pas une famille, quelle que soit la configuration, et quel que soit l'usage qui sera fait de la maison, que ce soit que le week-end, uniquement le week-end ou bien tout le temps. Et nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas déterminer ces choses à l'avance, mais en revanche, ce que nous ne pouvons pas échapper, c'est à la définition esthétique. Dans ce projet, donc, nous nous sommes seulement intéressés à l'aspect esthétique. Nous avons décidé de concevoir ces modules qui peuvent se transformer. Et nous avons décidé qu'il fallait les répartir dans le paysage pour créer différentes possibilités de liens entre ces éléments et un lien entre les éléments et le paysage. Et le problème, c'est quand il a fallu préparer les plans pour obtenir le permis de construire. Bon, j'avais essayé de questionner les manières dont nous représentons l'architecture, parce que l'architecture a un impact sur nos vies tout entières, pas seulement notre façon de dormir, de manger, de travailler, de consommer, etc. Mais aussi pour déterminer spécifiquement comment ces choses doivent se faire. Les gens, parfois, ont tendance à regarder les plans pour savoir comment ils vont meubler leur maison. Nous, architectes, nous n'avons pas, je crois, le droit de penser à la façon dont les autres vont vivre. Surtout que nous n'avons pas à avoir ce pouvoir-là vis-à-vis de qui que ce soit. Et dans ce cas, nous avions de mal à imaginer cet espace qui devait être à la fois ouvert et libre. Et nous avons décidé de faire ces dessins qui étaient à la fois des plans, des coupes, tout à fait faciles à plier, des petits bouts de papier et qui pouvaient également devenir des modèles, servir de modèles. Et ensuite, nous avons demandé à quelqu'un au bureau, Gonzalo Mabron, de faire des dessins pour expliquer comment il imaginerait de vivre dans ces maisons. Nous voulions nous affranchir de cette attitude qui consiste à dicter la façon dont on devait faire l'usage de ces espaces. Donc la maison n'a pas encore été construite et nous avons décidé d'envisager autre chose. Nous ne savons pas encore si cette expérience fonctionne ou non. On nous a également invités à faire un autre projet encore plus expérimental où ils ont également fait appel à une vingtaine d'architectes à proximité autour d'un lac. Et Christian Hersey nous a demandé de dessiner une maison pour les nouveaux modes de vie qui consistent à vivre et travailler dans le même espace. C'était juste avant la pandémie. Et donc de pouvoir travailler, vivre dans des zones plus rurales pour sortir des villes. Pour moi, c'était un petit peu étrange parce que je me suis toujours dit, tout d'abord, que la maison est l'endroit où le travail le plus important se fait, à savoir le travail de reproduction. Et nous avons toujours réalisé ce travail qui n'a jamais été rémunéré, mais nous avons toujours fait ce travail de reproduction dans la maison depuis le début de l'humanité, mais ce n'est que depuis un siècle ou deux qu'il y a cette répartition directe. Et d'ailleurs même pas dans les endroits les plus développés du monde. Donc cela concerne les modes de vie. Alors nous nous sommes dit, ils demandent 6 types d'espaces différents, un salon, une cuisine, une salle de bain, 2 chambres, une zone pour le travail, etc. Nous allons dessiner 6 espaces, mais
pour répondre à n'importe quelle fin. C'est aux occupants de choisir et nous avons décidé de mettre l'accent sur les espaces que nous pourrions utiliser pour promouvoir différentes activités, 6. Et chaque espace était représenté sous la forme de collage. Je me suis dit qu'il fallait non seulement une nouvelle forme de représentation, mais un nouveau processus pour la conception, car il est évident que quand vous utilisez les mêmes processus, en utilisant les mêmes formules, il est difficile d'imaginer quelque chose de nouveau. Alors nous avons pensé aux espaces en les exprimant par des paroles, ensuite par des images. Alors nous avons préparé 6 collages et à la fin, nous nous sommes dit, et maintenant, alors nous les avons rassemblés, nous avons commencé à représenter la maison. Nous avions des délais, nous avons terminé le projet et nous l'avons présenté. Quand nous l'avons livré, j'étais un petit peu déçue. Je me suis dit que nous n'avions pas réellement réussi à changer les perspectives et les éventuels usages. On aurait pu indiquer, voici, ça servira pour une cuisine ou une chambre, etc. Donc, il a fallu livrer le projet et 1 an plus tard, j'ai reçu un appel où on m'a dit il y avait un couple qui souhaitait construire notre maison. Ils avaient déjà vu que cette maison répondait réellement à leur façon de vivre. Et ensuite, ils ont décrit comment ils utiliseraient cet espace tout à fait différemment par rapport à ce que j'avais imaginé. Et je me suis dit, peut-être qu'on a réussi, on a fait quelque chose de bien. Donc, ils devaient commencer à construire il y a déjà 1 an, mais ensuite il y a eu la pandémie, il y a eu la guerre qui a éclaté. Mais ils vont démarrer très prochainement et j'ai hâte de voir si cela servira de plateforme susceptible de permettre à ces personnes de créer leur propre vie. Nous avons également utilisé ce concept pour un édifice collectif. Voici pour un endroit à Monterrey. Et en fait, on m'avait demandé de construire un édifice qui permettrait à une collectivité de vivre. Les promoteurs pensaient à une communauté de vie. Et quand je suis arrivée en présentant toutes mes idées en ce qui concerne la communauté, ils ont un petit peu pris peur. Alors, nous avons préparé ce premier dessin. Nous leur avons soumis ce premier dessin lors de la première réunion. Et on leur a dit, nous n'allons pas construire un bâtiment efficace avec des ascenseurs qui servent à relier des unités. Voici, cela ne correspond pas à une communauté. Au contraire, nous allons créer, transformer ces espaces très efficaces, ces façons compliquées d'arriver dans vos maisons, les transformer pour vous permettre d'avoir des espaces susceptibles de recevoir les gens de la communauté, des lieux de rencontre. Et c'est ainsi que nous avons conçu ce bâtiment. Alors, ce bâtiment est en cours de construction. Ils ont commencé à le construire il y a plus d'1 an et nous allons voir quelles sont les interactions entre ces espaces. Ce bâtiment n'est pas simplement composé d'unités, mais il y a des liens en utilisant des échelles diverses et variées. Donc, par exemple, 4 unités peuvent partager une pièce vide ou 6 unités peuvent partager une grande terrasse recouverte ou non, ou d'autres unités partagent un espace qui pourrait servir de jardin. Mais toutes les unités doivent convenir de l'usage qui sera fait de ces espaces et comment on va les organiser, les aménager. On s'est dit que cela servait réellement de plateforme susceptible de créer une communauté. Alors nous avons travaillé sur cette idée non seulement du point de vue de la sphère privée, mais également du point de vue de la sphère publique. Nous avons créé cela pour une grande université à Monterrey. L'idée étant d'intégrer le campus au sein de la ville. Ce campus fermé
ressemble un petit peu au modèle des États-Unis, des communautés enfermées. C'est un campus qui, en fait, est séparé par rapport à la ville et on voulait créer un bâtiment susceptible de remplir tous les programmes prévus par l'université avec un parking. Comment le relier à la ville, non seulement par le parking, mais l'étudiant pourrait arriver de la ville pour intégrer ce campus. Je ne vais pas décrire tout cela en détail car je devrais terminer prochainement, mais en fait, l'une des principales idées consistait à changer l'échelle de cette superficie très vaste pour créer un lien avec cette typologie, c'est-à-dire ce parking et l'étudiant qui habite l'espace. Donc, nous avons agrandi l'espace entre le campus et le bâtiment et cela a permis aux zones communes d'être élargies et de se connecter également avec la ville, ce qui permettrait de créer une communauté plus grande, la communauté extérieure. Alors, nous avons également travaillé pendant 17 ans sur ce jardin botanique à Culiacán, une ville dans la région de Sinaloa, qui a été réellement déterminante pour un grand nombre d'œuvres publiques et nous a permis également de faire évoluer nos pensées. Donc, je ne vais pas vous parler de ce projet, c'est très complexe, c'est un jardin botanique accessible au public qui est censé être fermé pendant la nuit, mais est de libre accès, susceptible d'accueillir n'importe qui et qui présente en fait une intersection très intéressante entre une collection botanique très intéressante qui accueille la majorité des espèces de la région ainsi que d'autres espèces d'autres régions du monde afin de comprendre les écosystèmes qui constituent la végétation ici. Mais cela accueille également une collection d'art très intéressante, éparpillée un petit peu sur l'ensemble du jardin botanique et qui offre aux visiteurs une autre façon de voir ces œuvres. Et cela a évolué depuis notre arrivée. On a renforcé l'idée qui consiste à dire que c'est une zone urbaine également qui a permis à la population de visiter ce jardin botanique qui est devenu un des espaces les plus appréciés dans la ville. Et grâce à cela, on nous a également invités à concevoir cet autre parc. Ce n'est pas un jardin botanique, mais c'est un parc à côté de Culiacán, à Mazatlán, c'est dans le même état. Mazatlán est situé sur le littoral du Mexique et Mazatlán était une ville qui était une ville touristique majeure dans les années 60 et 70 et ensuite cela s'est transformé dans une zone de prestation de services. La ville s'est développée de façon intuitive et cela a laissé cet espace, a omis cet espace de la ville tout simplement parce que cet espace contenait une lagune et pendant très longtemps la ville voulait créer un espace public dans cette zone qui restait néanmoins dans la zone urbaine mais n'avait pas réussi à créer un espace qui était utilisable compte tenu de la présence de la lagune. Et on nous a demandé de concevoir un plan, c'était la première fois. Et il fallait également comprendre comment utiliser cet espace à 3 moments différents de l'année. Donc, il y a une zone qui est toujours inondée, un autre espace qui est parfois inondé, parfois sous l'eau, ou parfois sec, et un autre endroit qui est toujours sec. Et à ce stade du projet, on peut voir ces 3 moments. C'était très intéressant
de permettre à quiconque de comprendre les rythmes des saisons, les cycles de l'année qui permettaient différents usages. En Europe, bien entendu, le climat change de façon dramatique, ce qui n'est pas forcément le cas au Mexique. Nous n'avons en fait pour l'essentiel qu'une seule saison. À Mazatlan, en fait, c'est assez pénible car il fait très très chaud. Et en fait, les gens ne se disent pas que les espaces doivent suivre un cycle ou des saisons diverses qui utilisent les espaces différemment. Et lorsque nous avons travaillé sur cette conception, lorsque nous avons travaillé sur la lagune pour permettre cette possibilité, on nous a demandé de reconcevoir une infrastructure qui avait déjà été prévue, qui avait été conçue par quelqu'un d'autre. Il s'agissait en fait d'un aquarium qui était censé se situer dans cette partie du parc. Nous le savions. On a laissé l'espace à cette fin. Ensuite, nous avons vu le dessin. Et pour moi, ça m'a fait peur, en réalité. Et quand ces mêmes personnes qui nous ont demandé de dessiner le parc nous ont invités à concevoir l'aquarium, j'ai pensé à cette œuvre par Diego Rivera, l'homme contrôleur de l'univers, qui était situé pendant un bâtiment de Rockefeller, le bâtiment Rockefeller à New York. Ensuite, ce n'était pas apprécié par Rockefeller, on l'avait enlevé, mais cela représentait cette idée qui me fait toujours penser aux aquariums. En fait, ce sont des lieux où l'homme, les hommes cherchent à montrer le pouvoir qu'ils imaginent détenir, c'est-à-dire de créer un monde que nous ne pouvons pas réellement habiter, un monde que nous ne pouvons pas voir. En plus, les aquariums imaginent le monde dans des fantasmes qui font que nous ne pouvons pas réellement comprendre ce monde. Donc, on nous demandait de bâtir un aquarium. Cela aurait ressemblé à un aquarium, mais en fait, nous avons d'ores et déjà l'un des aquariums les plus naturels du monde. Il existe déjà. Pourquoi introduire cet aquarium dans un édifice, d'abord? Deuxièmement, non seulement pourquoi ne faut-il pas l'intégrer dans un bâtiment, mais intégrer d'autres mondes dans cet édifice? Parce que l'édifice, au début, avait été conçu pour des pingouins, des baleines, bref, des espèces qui ne pourraient survivre dans ce climat. Et en fait, ça serait réellement les habiter sur une planète totalement différente dans le cas de Mazatlan. Mais j'ai réussi à exprimer mon sentiment. On m'a dit, eh bien, on est d'accord avec vous, on va chercher un autre modèle. Et à présent, nous essayons de penser à un aquarium qui ressemble réellement à un véritable aquarium naturel. Alors, nous avons eu du mal à l'imaginer, mais on s'est dit, peut-être qu'on pourrait imaginer un édifice construit en 2020 et en 2100, il y aurait une inondation et ensuite en 2200, les eaux se seraient retirées et à ce moment-là, on découvrirait la vie qui en ressortirait. Et donc, nous sommes placés à la place donc des architectes de 2200, où on permettrait aux gens de découvrir le résultat, donc avec ces deux niveaux submergés par la nature, où la nature s'était appropriée de cet espace, s'était appropriée de ce bâtiment, et comment un bâtiment pouvait également créer ces processus qui nous amènent à comprendre que nous ne sommes pas là pour dominer la nature, mais nous faisons partie de la nature. Nous sommes la nature. Nous appartenons réellement à cet écosystème. Et que quand bien même nous essayons de nous éloigner de cet écosystème, nous en faisons véritablement partie. Donc aujourd'hui, nous sommes en 2022. L'édifice est presque terminé et attend que la nature l'envahisse dès que les eaux montent, le niveau de l'eau
monte et nous pourrons découvrir comment la nature va envahir et submerger ce bâtiment. Merci.